Allez, c'est parti. Ouais. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Daily Ping. Désolé pour hier, chers amis, j'ai eu un petit empêchement de dernière minute, il m'a empêché de faire le live prévu à 22 heures hier soir. Aujourd'hui, on change un petit peu de format, comme vous pouvez le voir sur votre écran, j'ai avec moi un invité. Une fois n'est pas coutume, on change un petit peu le format pour ne pas tomber dans la routine. Donc j'ai le plaisir d'accueillir au micro avec moi Kevin Guinel. Salut Kevin, comment ça va? Salut Loïc et bonjour à toutes et à tous qui nous regardez. Bah, ça va plutôt pas mal, hein. Il fait beau à Paris, donc, on profite des Jeux Olympiques, donc c'est plutôt agréable, quoi. Kevin qui est donc journaliste pour Ouest France. Kevin, je vais quand même te laisser te présenter un petit peu plus en détail. Ouais, bah, tu viens de le dire, du coup, moi je suis journaliste pour le groupe Ouest France, donc ça se matérialise par des articles sur le site internet, dans le journal aussi, dans certaines émissions, etc. Donc j'ai un parcours de journaliste tout ce qui est plus classique, et surtout j'ai été pongiste. Je joue plus aujourd'hui à mon plus grand regret, mais j'ai joué, euh, j'ai joué pendant une bonne dizaine d'années en pôle espoir, au niveau national 3, par équipe et national 1 en individuel. Donc je connais un petit peu les notables et j'ai la chance de suivre cet été à Paris, donc c'est quand même plutôt chouette, quoi. Oui, c'est une des raisons pour lesquelles je voulais t'avoir au micro, c'est que tu es un journaliste qui est sur place, là, tu es dans une cafette dans les Jeux Olympiques et tu as assisté depuis le début de la quinzaine à quasiment tout ce qui s'est passé en termes de tennis de table, mais pas seulement, tu couvres aussi d'autres sports, il me semble. Ouais, seulement je passe beaucoup de temps au tennis de table, mais je passe aussi beaucoup de temps entre les différentes salles, et sur tout ce qui est handball, volley et haltérophilie, la deuxième. D'accord, ok. Bah écoute, je voulais avoir un petit peu aussi, je voulais t'avoir un peu au micro parce que moi je commande ça de l'extérieur un petit peu. On a une idée évidemment de l'ambiance incroyable qu'il y a dans tous ces JO, dans le tennis de table aussi. Est-ce que c'est vraiment aussi bien qu'on peut l'imaginer devant nos écrans, ce qui est en train de se passer autour de ces JO à Paris? Clairement, moi, je suis vraiment baigné dedans. Je suis à la salle et je vois pas trop tout ce qu'il y a autour. Je vois quelques vidéos de points incroyables de Félix, d'Alexis, des meilleurs joueurs mondiaux, évidemment. Mais l'ambiance, elle est quand même assez indescriptible parce que c'est un truc, beaucoup de pongistes nous disaient avant les Jeux, euh, en fait, on va prendre un truc en pleine gueule, je crois qu'on n'est pas prêt. Et je pense que c'est encore plus fort que ce à quoi ils s'attendaient. C'est assourdissant à chaque fois. Il y a pas que de l'ambiance pour les Français. On a raconté, notamment dans West France, mais une belle histoire d'un plongiste congolais qui n'était pas forcément voué à récolter autant d'applaudissements, d'ovations, etc. Et au final, le public se prend de sympathie pour certains joueurs, certaines joueuses, et c'est quand même une sacrée ambiance. Et j'en discutais avec Nathanaël Moin hier ou avant-hier, je sais plus, mais l'ambiance, elle est complètement différente de ce qui se fait en Asie, par exemple. D'accord. En Asie, Nathanaël disait, c'est un truc, alors ça fait énormément de bruit. Là, il y a beaucoup de Chinois en ce moment dans la salle, hein. Ils savent à peu près quand sont les phases finales, ils savent quand venir dans la salle au bon endroit, au bon moment. Mais en fait, ça fait beaucoup de bruit, mais c'est très normé. C'est ce que dit Nathanaël, Mm. c'est très normé, en fait, en Asie. Et là, il n'y a pas de norme. C'est limite si le public est encore en train de chanter une Marseillaise ou de faire une Ola au moment de service, quoi. Donc, Et, c'est quand même assez. Et du coup, tu penses que c'est dû au fait que... C'est ça que je me posais comme question, c'est est-ce que le public est composé avant tout de pongistes ou vraiment là les JO ont permis de faire rentrer un nouveau type de spectateurs qui justement n'ont pas forcément les codes du tennis de table? De toute façon, c'est ça le principe des JO, c'est aussi que beaucoup de public qui viennent voir des disciplines qu'ils ne connaissent pas. Donc, forcément, on a vraiment un panel très large de spectateurs et spectatrices en tribune. Beaucoup qui connaissent le ping, je crois beaucoup de pongistes dans les tribunes. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui sont là et qui naviguent d'une salle à l'autre, qui vont justement découvrir des disciplines. Donc, je pense que c'est Alexis, Félix et les équipes de France dernièrement ont fait une très très belle promotion du ping. Mm. Mais je pense que là, ces JO le sont aussi de manière encore plus forte et de manière internationale, parce que c'est une visibilité exceptionnelle. Et justement, qui couvre d'autres sports. Alors évidemment, nous en tant que Français, on sait que pour la natation, le judo, etc., l'escrime, c'est la folie furieuse. Mais pour des disciplines peut-être un petit peu moins en verve, côté français, je pense à l'haltérophilie. Est-ce qu'il y a quand même beaucoup de monde? Est-ce qu'il y a l'ambiance? Bah, pour l'instant, l'haltérophilie, alors ça commence en deuxième semaine, l'haltéro. D'accord. Donc, je peux pas précisément te dire. Après, moi, j'ai eu la chance de visiter quelques sites, mais c'était principalement des sites assez grandioses, on va dire, le Grand Palais, l'escrime. Donc, forcément, il y a une ambiance de dingue. Euh,
sincèrement, sur tous les sites où j'ai été, il y avait une ambiance de dingue. Même sur des sites où on ne peut pas forcément s'y attendre. Franchement, c'est vraiment le public qui fait aussi la réussite de ces Et en termes d'organisation, parce que bon, c'est vrai que jeux. euh, Oui, il y a on- les médailles, toute une atmosphère qui est quand même très joyeuse. ah oui, pardon, excuse-moi, il y a eu un petit bug. Ouais, Ouais, je te demandais sur l'organisation parce qu'avant les JO, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de sceptiques. On prédisait un peu l'apocalypse à Paris pour ces JO. Au final, on a l'impression, en tout cas, de l'extérieur, que tout se passe très très bien. Est-ce que de l'intérieur aussi, c'est assez fluide? ouais. Tout se passe très très bien. Il y a eu quelques couacs évidemment au départ. Je sais qu'au village olympique, il manquait un petit peu de nourriture par exemple. Donc il y a des sportifs qui arrivaient à la cantine le soir et qui se retrouvaient sans avoir quasiment le choix, voire même de quoi manger. Donc ça a été un couac. Il y a eu des couacs au niveau des transports aussi. Certains athlètes mettaient quand même pas mal de temps pour rejoindre le village et le site de compète, parfois plus d'une heure et demie. Enfin, voilà, des minutes très longues. Et pour le reste, sincèrement, l'organisation est fluide, est maîtrisée, c'est bon enfant, c'est voilà. Alors oui, il y a tout le côté sécuritaire, il y a évidemment des gendarmes, des policiers, des militaires partout, un peu partout dans Paris, mais sincèrement, on se sent en sécurité, en tout cas de ce que j'ai vu, et c'est vraiment une très très bonne ambiance, très, très cosmopolite, tout le monde se mélange, donc c'est vraiment une ambiance fabuleuse. Ok, super. Bah écoute, je te propose qu'on bifurque un peu la conversation vers un peu plus le tennis de table et les résultats récents. Toi qui as eu la chance de pouvoir quasiment tout voir, on va revenir un petit peu, si j'ai pas pu le faire, sur les demi-finales hier. Évidemment, on va commencer par, on va dire, entre guillemets, la douche froide de Félix. Est-ce que toi, tu y croyais un petit peu avant le match ou ça paraissait vraiment trop Ouais, compliqué? bah, non, enfin, ça paraissait forcément très compliqué, mais forcément, enfin, commence à le connaître, Félix, il est sincèrement capable de tout. Il devait être là où on ne l'attend pas et forcément, enfin, je pense qu'il était en capacité de le faire. Maintenant, il est tombé sur un fait de nom qui est absolument hors norme. Enfin, il a fait un match incroyable. Pour le coup, je discutais avec plusieurs interlocuteurs proches de Félix et ils me disaient que pour eux, il a fait son meilleur match de la compétition. Hmm. Pour le coup, au départ, ça m'a un peu surpris parce que tu prends 4-0, t'es quand même assez rarement dans le match parce que sauf au premier set où t'es à 8 et où ça peut basculer dans ton sens. Euh, mais effectivement, en termes de jeu, il a produit un jeu qui était quand même assez régulier et pas au niveau de Nzendo sur ce match-là, mais qui était quand même assez impressionnant. Donc oui, il fallait y croire, c'est une évidence. Maintenant, de là à parler de touche pas, de désillusion et tout ça, je trouve ça un peu fort quand même, Mhm. parce qu'on oublie un peu trop le fait que Phoenix n'a que 17 ans, Mhm. que ce sont ses premiers Jeux Olympiques, qu'il est en demi-finale devant son public, donc c'est toute une atmosphère qu'il faut gérer. Hein. À 17 ans, à 17 ans, moi, j'étais dans mon canapé, je regardais les JO, hein, Mhm. il est dans l'air de jeu et il faut batailler avec les meilleurs chinois. Donc, Mhm. douche froide, c'est sans doute un peu fort. Mhm. Puis, voilà, déjà, 6 médailles, Ouais, c'est non, hors mais norme je, français. je- je partage ton point de vue. Moi, j'ai pronostiqué un 4-1 à Fan Zhendong. Après, c'est vrai que de toute façon, quand tu joues ce genre de joueur, il faut espérer que les mecs soient pas dans leur meilleur jour possible. Hein. Si le mec joue son meilleur niveau, bah, c'est mort d'entrée de jeu, ce qui était le cas. Moi, c'est vrai que j'avais été très Ouais. inquiet après la prestation en quart de finale. Fan Zhendong fait un très gros match face à Harimoto et je me dis, bon, elle est vraiment entrée dans sa compète en ayant frôlé un peu la correctionnelle. Et c'était pas vraiment bon signe, je pense, pour Félix. Euh, ouais, après, moi, ce que j'ai vu sur ce match, c'est vraiment que là, Fandenang, il a un peu exposé les limites et les faiblesses de Félix et que ça a vraiment éclaté au grand jour, notamment côté coup droit, notamment ce manque de puissance un petit peu, et puis voilà, ça manque un petit peu de régularité. Alors évidemment, tout ce que je dis, ça prend avec des énormes pincettes et tout est relatif. Hein. On parle de s'il veut passer le prochain cap, là évidemment, C'est pas il a mal. déjà un niveau extraordinaire, hein. Faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Mais voilà, s'il veut, je pense que voilà, s'il a 17 ans, il est là, et évidemment, il va vouloir aller encore plus haut. Et là, je pense que ça va être un match qui va lui servir de leçon. Et bon, je pense de toute façon, c'était pas non plus des scoops. On sait que son coup droit reste son point faible. Mais là, par exemple, moi, j'ai un souvenir du point à 8-8 où il a une balle où ils peuvent conclure le point au ventre et en fait son topspin n'est pas assez puissant, ce qui permet à Van Zendong de toucher la balle. Bon, Van Zendong la gratte, donc un peu de chance pour Van Ouais. Zendong, mais en fait Van Zendong il doit même pas la toucher en fait vu l'occasion qui se présentait à Félix. Donc c'est tous ces petits
ces petites choses mis bout à bout qui font encore la différence face à ce type de joueur. Après, ce qui est incroyable justement, c'est de se dire que Félix, il est déjà à un niveau aussi haut avec entre guillemets autant de marge de progression dans ce secteur du jeu. En plus, il a 17 ans et physiquement, il n'est pas encore complètement développé. Il va encore prendre de la masse musculaire et il va certainement gagner en puissance. Je pense qu'il travaille. Ouais. Et c'est ce qui va le faire passer un cap, certainement, notamment dans ce genre de match. Hein, Alexis l'a fait cette saison, aussi parce que, enfin, c'était il y a plus d'un an, mais aussi parce qu'il a cette puissance-là pour finir les points et pour déborder son adversaire. Ok. Bon, moi, je crois que de toute façon, on partage un peu le même point de vue. On Ouais. va se pencher maintenant sur la deuxième demi-finale entre Truls Morgard, l'invité surprise, et Hugo Calderano. C'est vrai que c'est quand même, bah, moi, à mon sens, je vais d'abord donner mon avis, une surprise de voir Morgard gagner. Après, c'est un match assez particulier dans le sens où, au niveau du scénario, on a eu un premier set à sens unique jusqu'à 10-4 pour Calderano, et tout d'un coup, je sais pas trop ce qui s'est passé, un peu par miracle, le Suédois refait son retard, et puis le coiffe 12-10, je crois qu'il met, en fait, à cheval sur les deux sets, je crois qu'il lui met 10 ou 11-0. Euh, Il y a 10-0, ouais. ouais, et le deuxième set, c'est pas du tout le même scénario, mais Hugo a encore des balles de 7 et il perd 16-14. Donc il se retrouve mené 2-0 alors que ça aurait très bien pu être l'inverse. Moi, ce que j'ai ressenti sur ce match, c'est déjà les qualités de remise de Morgard ont été impressionnantes. Venir piquer comme ça tout le temps systématiquement le service et complètement, en fait, j'ai trouvé qu'il avait complètement cadenassé le Brésilien. Brésilien qui a jamais été en mesure de jouer vraiment son ping. On l'a senti vraiment pas dominateur en termes tactiques. Je le trouvais meilleur dans le jeu. Tu avais l'impression qu'il était meilleur que son adversaire, mais il se faisait juste, il était dans les pinces et il se faisait bouffer en fait. Toi, comment tu l'as senti cette demi-finale? Je te rejoins parce que voilà, quand Hugo Calderano mène 10-4 première manche, voilà, on est en nul et moi je me dis tout de suite, bon bah il va sans doute rouler quoi. Mm. Quand on voit ce qu'il a joué, le clip qu'il a joué notamment contre Alcy, je me dis bon bah je pense que il va faire plus boucher de trou de regard. Et en réalité, bah, ça s'est un peu dicté. Comme tu dis, Service Remis, il a bien maîtrisé ce secteur de jeu et il a surtout été beaucoup plus juste et tranchant dans les moments importants en fait. Mm, ouais. En gros, les deux premiers, ils gagnent aux avantages. Alors, je crois que Calderano gagne le cinquième aux avantages aussi. Mm. Il gagne 12-10. Mais bon, tu as senti que, effectivement, Morgard était quand même un peu plus régulier et fort dans les moments importants. Ouais, mais puis j'étais un peu déçu quand même de la prestation d'Hugo aussi dans le sens tactique. Il a pas une seule fois servi long. J'ai pas compris de ce choix de rester systématiquement dans le service court alors que l'autre avait toutes les solutions en mise et vraiment l'empêcher de s'exprimer. Il est pas allé du tout dans le côté coup droit, alors que vraiment Morgan, en fait, on a l'impression qu'il avait un temps d'avance sur ce qu'il allait faire à chaque fois. Calderno, combien de fois il avait anticipé en pivot, lui faire des contre-tops au rebond. Bon, c'est aussi le fait qu'il l'a agressé, donc Hugo n'avait pas forcément le temps de s'organiser pour jouer ailleurs. Mais voilà, j'ai vraiment trouvé un manque de créativité de la part d'Hugo voilà, qui lui a coûté très très cher, en plus de ses occasions manquées. Bon, ouais, je pense qu'il va. J'espère en tout cas qu'il va mettre du temps à se remettre de sa défaite et qu'il va. Pour Félix. Mais je pense en tout cas que c'est une défaite Ouais. qui va ruminer longtemps parce que jouer une demi-finale de JO, c'est pas tous les jours. Jouer une demi-finale en étant favori face à Morgard, Ouais. bah, je pense pas qu'il en rejouera. Donc c'est vraiment une occasion en or qu'il a laissé. En Bah même là, tu vois, pour l'évoluer en zone mixte après, il y avait vraiment le parallèle entre Félix qui perd 4-0 et qui n'a pas eu vraiment les moyens de lutter jusqu'au bout, et Hugo Calderano qui, pour le coup, comme tu l'as dit, il partait favori sur ses demi, et puis dès que tu vois Wang Chuqin se faire sortir, tu te dis, bon, bah là, maintenant, c'est moi la tête de série numéro 1 dans cette partie de table-là, il fait à moi d'assumer, et au final, il était vraiment abattu. Il était vraiment abattu après sa défaite. Là où Félix était plus en disant, il le dit tel quel, en fait, j'ai tellement rien pu faire, enfin, j'ai tellement perdu de cette manière-là, de manière incontestable, que je vais vite rebasculer sur Mm. autre chose. Et Ah je pense mais que de ce côté-là, ouais. Bah, c'est pas impossible que Félix ait démarré le match que Thibaut en demain. ouais, je suis super d'accord avec toi. C'est ce que j'ai dit à mes amis juste après la défaite sur fin de saison. Je dis à lui, c'est pas plus mal d'avoir perdu comme ça, sans y avoir cru, sans avoir d'occasion, parce que c'est beaucoup plus facile de se remettre dans le bain et de se refocaliser sur la passe 3-4. Bon, le fait est que quand même Hugo va avoir un jour entier là aujourd'hui de repos pour se mettre la tête à l'endroit. Je pense que c'est un des joueurs les plus forts mentalement du circuit. Plus le fait qu'il reste comme sur deux victoires probantes face à Félix.
Ouais, je sais pas toi, mais j'ai quand même encore envie de donner un léger avantage pour Hugo sur cette place 3-4. T'en penses quoi? Ouais, je pense aussi. Je pense que Hugo est favori quand même, hein. Le classement, on peut dire ce qu'on veut. Certes, Félix est devant au classement, mais les dernières confrontations montrent que Hugo a quand même un net ascendant. Il est quand même sur un 7-0, hein. Il lui met 3-0 à Incheon et 4-0 à Ljubljana. Mhm. Et donc là, la dynamique est clairement pour Hugo, ça c'est clair. Maintenant, maintenant, Félix, il a aussi rien à perdre, quoi. Je pense que Félix a plus rien à perdre qu'Hugo Medrano. Félix, il a Ouais, 17 mais ans, des jeux, il en je fera. sais pas s'il aborde le match comme ça par contre. Je pense pas que lui Euh, l'aborde en tant que vraiment outsider et je pense qu'il se dit qu'à Paris c'est sa chance. Voilà, autant sur le Franz Zendong, bon, ok, mais là je pense qu'il doit quand même y aller avec des grandes ambitions quoi. Donc, mais ce serait peut-être pas mal ce qui est sûr, c'est que, qu'il aborde le match comme ça, comme tu le dis. ouais, ce qui est sûr, c'est que c'est pour lui pas le meilleur tirage, entre guillemets, mais le fait de taper Calderano pour un match pour la troisième place, parce que dans les rangs français, je pense qu'on misait plutôt sur un Truls Morgan, où là, pour le coup, Félix aurait été favori, hein. Ok. Bah, écoute, je vais devoir te libérer là parce que je crois que tu vas devoir aller bosser un petit peu sur qu'est-ce qui t'attend maintenant là? J'ai encore un peu de temps, hein, si tu Non, veux mais en fait, là, continuer, j'ai un tu peux problème. y Pour aller. être honnête, j'ai Zoom, j'ai mis trop la réunion Zoom et je suis limité parce que je suis à la version gratuite et il me reste que 2 minutes avant que ça coupe. D'accord. Donc, on va Ok. conclure dans les 2 minutes parce que je pense qu'on a déjà Ouais. bien parlé. On est à plus d'un quart d'heure. Juste pour te conclure, bah écoute, quel est ton pronostic demain pour la finale? Alors, parce qu'on a déjà donné un peu notre ressenti pour la place 4, mais pour la finale entre Fanzendong et Trulls, est-ce que tu y crois un petit peu pour Trulls? J'ai du mal à y croire, mais bon, je me dis qu'il a quand même sorti Chouchil et Hugo Calderano, donc il est un peu capable de tout. Là, il a absolument plus rien à perdre. Il avait déjà plus rien à perdre, mais là, c'est encore pire. Juste sa réaction quand il a gagné en demi, là, pour lui, il est un peu arrivé au bout du chemin. Mm. Donc, soit il lâche tout, il passe tout, et là, pour le coup, il peut vraiment gêner Fernandong. Mais j'ai quand même du mal à y croire. Je pense que Fernandong, il est en mission. La Chine, il faut qu'il ramène la médaille d'or. C'est le dernier représentant. Faut pas, voilà, il n'a pas le droit à l'erreur, donc Fernandong, à mon avis. Ouais, Et ouais, toi? bah écoute, je peux pas rajouter grand-chose de plus pertinent à ce que tu viens de dire. Je pense que tu as un petit peu résumé la situation. Ça va être. Déjà, je m'attendais un petit peu une sorte de relâchement à la passe de Trulls, peut-être en demi, avec cette idée de se dire qu'il a déjà fait un énorme chemin. Mais en fait, il a réussi à encore élever son niveau de jeu. Enfin, vraiment, j'étais impressionné par ce qu'il a proposé en demi-finale. Après, encore une fois, si c'est le même Fanzendong en quart et en demi, je pense qu'il a absolument zéro chance. Voilà, donc je te rejoins, je vois pas un autre scénario qu'un Fanzendong et de manière assez aisée. Je vois pas forcément un match particulièrement serré. Ouais. Je pense que Fanzendong est trop en forme. Bah écoute, merci Kevin pour ta disponibilité. Je te Bah, souhaite. merci à toi pour l'invitation. Ouais, bah y a pas de souci. Juste vite fait, est-ce que tu peux peut-être dire aux gens qui nous suivent où on peut te retrouver, peut-être sur les réseaux ou ailleurs Et bah, sur les réseaux, c'est principalement Twitter, avec mon prénom, Kevin Vinel. Et puis surtout, je vois qu'il y a des articles Ouest France qui circulent un peu à droite à gauche sur les pages fans de Tennis Table, donc faut pas hésiter, il faut continuer juste éviter de faire des copier-coller avec l'article payant gratuit, ça, on n'a pas trop le droit. Donc. Je me D'accord. permets de le dire, mais sinon, continuez à lire Ouest France, à partager, et on essaye de faire au mieux de raconter le plus de l'intérieur. Ok, super. Merci Kevin. À la prochaine. Merci beaucoup, à bientôt. Ciao, ciao. Salut. Et bonjour, deuxième partie de cette petite vidéo pour ce samedi 3 août. Donc comme vous avez pu le voir juste avant, j'étais avec Kevin Kinel, un journaliste à Ouest France, pour parler un petit peu du tableau messieurs. Et entre-temps évidemment, il y a eu la suite et la fin de cette compétition côté féminin. Donc évidemment, je me devais de refaire un petit bilan de ce qui vient de se passer et de donner un petit peu mon sentiment sur la compétition féminine avant de switcher demain vers, vers les compétitions, vers la fin des compétitions masculines. Évidemment, la place 3-4 que l'on attend tous entre Félix et Hugo Calderano. Voilà. Et ensuite, évidemment, le par équipe qui nous attend très vite et qui, j'en suis sûr, va nous faire vibrer. Donc tout de suite, je vais vous partager mon écran et on va voir un petit peu ce qui s'est passé hier et avant-hier, enfin hier et aujourd'hui plutôt, pardon, du côté des féminines. Donc je vais quand même passer assez rapidement sur les demi-finales puisque, comme vous allez le voir, elles ont été vraiment à sens unique. On va voir les scores peut-être beaucoup mieux sur,
sur Flashcore avec tout d'abord Chen Meng 4-0 sur Shin Yubin. Voilà, un score assez régulier, 7-6, 7-7. Voilà, c'est pas vraiment de suspense. Chen Meng qui est resté déjà sur un bon bilan, une victoire 4-1, là, elle a rajouté une victoire 4-0, donc pas grand chose à dire sur ce match. Et là, par contre, encore une fois, Sung Min-cha qui vient encore exécuter Ayata. Je crois qu'elle signe donc sa 10e victoire d'affilée face à la japonaise qui, malgré son statut de meilleure non chinoise, décidément a du mal à poser des problèmes aux toutes meilleures chinoises. Voilà, comme vous pouvez le voir, le bilan est sans appel. Et encore une fois, le score est vraiment très très cruel pour Ayata qui n'a jamais vraiment pu inquiéter son adversaire. Et donc on se dirigeait vers une finale 100% chinoise. J'ai envie de dire comme d'habitude, la Chine en filles est encore plus dominante qu'en hommes. Ce n'est pas un scoop, mais encore une fois, Paris 2024 n'aura pas dérogé à la règle. Et en début d'après-midi, on avait tout d'abord une petite finale entre Inayata et Shin Yubin qui s'annonçait un peu plus équilibrée, même si Ayata, pour moi, était quand même favorite. Alors, j'aimerais bien voir un petit peu leur confrontation directe, pardon. Je crois pas qu'elle se soit jouée beaucoup de fois, mais pour moi, voilà, Ayata, de ce que je vois depuis plusieurs mois, c'est vraiment d'assez loin la meilleure joueuse non chinoise. Donc, elles se sont jouées qu'une fois au championnat du monde dernier, et c'était déjà Ayata qui s'était imposée, mais de manière assez serrée. Cette fois-ci, elle a eu chaud. Elle a eu chaud, Ayata, parce que pendant un set et demi, Shin Yubin était quand même supérieur. Je trouvais que la qualité de jeu de Shin Yubin était particulièrement bonne. Aussi, en termes d'attitude, j'ai trouvé Shin Yubin plus conquérant que d'habitude. Elle levait très haut le poing, elle regardait son adversaire vraiment dans les yeux, alors que je trouvais Ayata vraiment crispé. Son langage corporel voilà, était vraiment crispé, j'ai pas d'autres mots. Elle qui est si souriante d'habitude, après des coups gagnants, là, elle ne lâchait rien, elle était vraiment visage renfermé, elle avait du mal à lâcher vraiment les chevaux, mais elle a gagné, arraché ce deuxième set et ce troisième set aux avantages. Et c'est là un petit peu qu'elle a pris le dessus, hein, même si ensuite Chine a réussi à gagner un deuxième set ici. Ayata, voilà, doucement mais sûrement, a mis son empreinte sur cette partie-là et s'est imposé, j'ai envie de dire, de manière assez logique. Et je trouve que c'est mérité pour Ayata, pour l'ensemble de sa saison, de venir décrocher 6 médailles de bronze. Donc bravo à elle. Et ensuite, il y avait ce magnifique duel entre Sung In-cha et Chen Meng. Je crois que Sung In-cha menait 10-6, quelque chose comme ça, ou 10-7 dans leur confrontation directe. Donc elles se sont jouées 1 milliard de fois, évidemment. Sur ce genre de match où les deux joueurs se connaissent par cœur, c'est pas forcément les matchs les plus enthousiasmants, mais là je trouvais que le niveau de jeu était encore une fois extraordinaire avec beaucoup d'échanges qui, comme d'habitude, se basent avant tout sur la vitesse, avec les deux joueurs qui refusent de reculer. Et c'était un match, on va dire, classique, hein, que ce soit au niveau technique ou tactique. Il n'y avait rien de très étonnant dans ce que les deux joueuses ont offert. Mais le résultat final de ces JO a quand même tourné, on va dire, à l'avantage de Chen Meng. C'était pas forcément tendu, hein, puisque Chen Meng, quand même, déjà, on aurait pu déjà se demander si elle méritait, entre guillemets, d'aller aux JO, puisque Wang Manyu et Wang Yidi, il me semble, étaient tout proches d'elle au classement mondial. Wang Manyu, championne du monde en titre, pas retenu, qui a gagné plusieurs Singapour, enfin, qui a gagné le Singapour Smash notamment. Donc, voilà, Chen Meng qui est toujours placée, peut-être une des plus régulières, mais qui n'était pas forcément indiscutable pour sa place aux JO. Et là, on voit qu'elle a, elle a donné raison au sélectionneur chinois de l'avoir prise et elle crée un petit peu la surprise. Sun Yisha qui, si je dis pas de bêtises, n'a toujours pas réussi à remporter un titre majeur puisqu'elle s'était déjà inclinée en finale des JO à Pékin face à la même Chen Mei et étant donné que la dernière championne du monde et Wang Manyu, si je dis pas de bêtises, c'est peut-être Sun Yisha qui n'arrive pas encore à passer le dernier cap. Voilà, elle a 23 ans, donc elle est encore très jeune. Sun Yisha, je l'imagine encore plus jeune. La concurrence est telle aussi qu'en Chine, c'est qu'on n'est pas forcément à l'abri à Los Angeles de voir une autre joueuse à sa place. Donc est-ce qu'elle n'a pas laissé passer sa chance ou de remporter les JO? Pas forcément, mais en tout cas, je pense qu'elle va ressortir très 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 déçue de cette compétition. Tant elle avait été impériale et intraitable jusqu'à présent, elle a vraiment fait qu'une bouchée de ses adversaires. Je m'attendais pas, surtout après le gain facile du preset, je m'attendais pas à un retournement de situation tel. En tout cas, bravo à Chen Mei. Et puis donc, ça nous permet de conclure en beauté ce premier chapitre des JO tennis de table, cette première épreuve après
enfin cette deuxième épreuve après le double mix où elle s'était imposée avec Choukin. Cette fois-ci, elle finit deuxième en simple dame. Demain, nous verrons les deux derniers matchs donc, de l'épreuve masculine avec en point d'orgue la finale entre Fan Zhenong et Truls Morgard. Et puis après-demain commencent les épreuves par équipe avec les deux équipes de France à suivre. Mais ça évidemment, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée. J'espère encore plein de médailles côté français dans ces JO. Décidément, on s'égale. A très bientôt, messieurs, dames, et vive le ping!